dans lequel Catherine l'a dit aussi, on travaille beaucoup. On se réunit tous les 15 jours pour parler de marketing responsable, c'est-à-dire vraiment pour faire évoluer nos métiers vers des pratiques différentes, parce que je pense qu'on sait qu'on en a tous besoin et on a envie de voir comment ça peut nous emmener vers un marketing différent, vers une autre façon d'amener les produits à la consommation, vers d'autres façons de créer des produits, vers d'autres façons en fait, finalement de faire du marketing, mais de faire aussi la vie des entreprises. Donc, c'est ce collectif que je fais à côté, je suis consultant et j'accompagne des entreprises et ça me permet aussi d'engager ces entreprises parfois dans la voie d'un marketing plus durable et plus responsable. Le collectif, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est né en mars 2020. On a parlé aussi tout à l'heure du rapprochement entre le cercle et l'ADTEM, le cercle marketing client et l'ADTEM. On voulait créer un projet commun entre les deux associations. Une fusion, elle est réussie. Moi, je pense que si ça crée de la valeur, et la valeur, on a voulu la créer autour du sujet du marketing responsable. Donc, on a mis en place un groupe de travail. Au départ, une dizaine de personnes, puis petit à petit, ça a grossi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est tous d'accord pour dire le marketing responsable, il faut qu'on avance, mais déjà, c'est quoi le marketing responsable? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de militer? Est-ce qu'on a envie d'aller faire du bashing auprès des entreprises qui travaillent mal? Est-ce qu'on a envie de rassembler? Et on a beaucoup travaillé là-dessus pour voir ce qui nous rassemblait et voir ce qu'on devait faire. Et une chose certaine, c'est que, un, on est tous passionnés, et deux, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on montre l'exemple, qu'on montre des exemples positifs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous voyez les membres du collectif ici, il y en a qui sont partis parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, ils nous ont dit, j'ai plus de temps à consacrer pour ça. Il y en a qui sont arrivés, et on espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc si après cette conférence, enfin ce retour d'expérience, eh bien vous avez envie de rejoindre ou de voir ce que vous pouvez faire avec nous, surtout n'hésitez pas à venir discuter avec les uns et les autres. Il y a beaucoup de monde du collectif qui sont ici. On pourra discuter sans problème. Donc en tout cas, je les remercie vraiment sincèrement au nom de l'ADTEM, hein, pas en mon nom propre, mais au nom de l'ADTEM, pour l'engagement et pour l'implication qu'ils ont, parce qu'on mène vraiment des projets intéressants. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de débats, mais on mène des choses, on mène des projets. Premier projet qu'on a mené, c'est d'essayer de voir quelle était justement quelle vision et quelle mission on se donnait. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire la mission qu'on s'est donnée en tant que collectif responsable. C'est de fédérer, de mobiliser, de donner les clés aux acteurs du marketing pour qu'ils conduisent leurs entreprises dans une transformation responsable, vertueuse, porteuse de valeur et créatrice de valeur. Vous voyez, on a mis des choses importantes. La création de valeur, on en parlera, je crois, tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous anime. On n'a pas voulu opposer le marketing responsable à l'absence de création de valeur. Non, on est en capacité de créer de la valeur et on estime que c'est important. Voilà sur le. Alors ça nous a pris quand même du temps hein, de débattre là-dessus et d'arriver à quelque chose, mais quelque chose auquel on est tous assez d'accord sur ce contenu-là. On a aussi mis une petite définition, je crois que vous l'avez dans le prospectus qui vous a été distribué à l'entrée, vous avez la définition, là aussi je vous assure que ça a pris pas mal de débats parce que le sens des mots pour des gens de marketing c'est important. Et on propose cette définition, alors c'est la définition qu'on a aujourd'hui, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, on la fera évoluer, mais en tout cas, on a voulu expliquer ce que le mot responsable venait apporter par rapport au mot marketing tout seul. Donc le marketing responsable, pour nous, c'est ça. Et vous verrez qu'il y a dans le petit prospectus qui vous a été distribué, mais c'est sur le site également, vous avez pas mal d'informations qui expliquent aussi le contexte de tout ça. Voilà, donc ça c'était le petit message d'introduction sur le collectif responsable by ADTEM. On va passer à la restitution de ce baromètre. L'année dernière, en fait, quand on a commencé en 2020, lorsqu'on a commencé je me pousse parce qu'il y a des photos, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le marketing responsable, on s'est dit est-ce que c'était un sujet pour les marketeurs, pour les décideurs? Et on a fait une première enquête l'année dernière, en 2021, qui était assez intéressante, qui nous donnait des éléments très intéressants. Et on a voulu la reproduire cette année. Donc pour la refaire cette année, on voudrait l'instituer sous forme peut-être de baromètre, c'est pour ça qu'on l'a appelé baromètre. Et c'est Pierre, membre du collectif responsable, qui s'en est chargé, Pierre Vol, je vais laisser se présenter après. Et on a décidé de se professionnaliser un peu plus et de ne pas faire l'étude par nous-mêmes, mais de le faire avec des gens dont c'est vraiment le métier. Et on remercie vraiment Luc Balleroy et Opinionway qui nous ont accompagnés dans ce projet de baromètre, qui le rend un peu plus présentable et sans doute un peu plus professionnel. Donc, Pierre et Luc, et je vais leur laisser la parole, voilà. Pierre et Luc sont ici. Pierre et Luc, je vais leur laisser la parole, ils vont vous présenter les résultats, ils vont donner des premières réactions. Et puis, on va faire intervenir trois témoins, 3 grands témoins, trois personnes qui sont impliquées dans leur entreprise, dans le marketing, ou en tout cas dans leur métier. C'est Mouna Aoun, qui est secrétaire générale de KissKissBankBank.
Ouais. Alors je vais prendre dans l'ordre. Donc Gérald Saada, qui est directeur marketing, recherche et développement, RSE et nouveaux circuits chez Sodial. Donc Sodial, c'est des marques que vous connaissez forcément, j'ai envie de dire, hein, Entremont, Candia, Viva, etc. Donc il en parlera tout à l'heure. Et son retour, en tout cas sur du terrain, sera extrêmement intéressant. Et Claudine Pagon, qui est experte et formatrice RSE, qui est membre du collectif responsable également, et qui accompagne les entreprises vers des transformations. Donc, on vous demandera de réagir un petit peu à ces chiffres qui vous ont été présentés. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pierre et à Luc. Le micro, on va parler comme ça. Ah, c'est ça, ouais, non, je te passerai le micro après. Donc, Pierre Vol, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine et j'ai piloté ce projet pour le collectif responsable. Je suis très heureux d'être aux côtés de Luc Balleroy. Tu veux te présenter? Moi? Oui. Alors, je suis Luc Balleroy, je suis directeur général de Opinionway, et si je suis là ce soir, c'est aussi parce que ces questions de marketing durable, c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis pas mal d'années. Avant, dans un autre club qui était le Comité 21, et voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Donc, ce baromètre de la transformation responsable des entreprises, très centré sur la fonction marketing, vous allez le voir, traite des enjeux, des préoccupations des décideurs marketing, des facteurs qui les incitent à s'engager dans le marketing responsable ou la transformation responsable de leur entreprise. Quels sont les freins qu'ils rencontrent et de quoi ont-ils besoin pour avancer? Alors, on va faire ce soir, donc il y aura 3 tableaux en fait, hein, donc les enjeux, les convictions, les chantiers et puis les difficultés. Et à chaque tableau, donc on aura une intervention hein, de nos témoins, d'une part, et d'autre part, on a glissé, vous les verrez, hein, c'est pas subliminal, quelques verbatim qui ont été collectés auprès du collectif responsable, auprès de 5 de nos 30 à peu près membres, en plus, donc les 3 qui sont là ce soir, et donc qui donnent un éclairage personnel, leur clé de lecture de certains résultats. Ces résultats seront présentés par Luc. Voilà, alors sans plus tarder, peut-être sur la méthodo. Alors, la méthodologie, effectivement, qui a été utilisée, il y a une forte résonance, mais j'espère que ce n'est pas désagréable pour vous. C'est un échantillon qui a été recruté par différentes campagnes de mailing auprès notamment des adhérents de l'ADTEM, puis aussi du collectif. Et par ailleurs, l'ADTEM a mis aussi des bannières sur 2 sites, Digital CMO et My Digital Week, pour inciter et avoir un nombre, on va dire, significatif de responsables marketing qui répondent à cette étude, ce qui veut dire quand même, dans la lecture des résultats, qu'on a des gens plutôt impliqués par rapport au sujet, par rapport à un échantillon qui serait pur et dur de directeurs marketing qui s'intéressent ou pas à ce sujet. C'est un échantillon qui a été fait online. Les interviews ont été faites et le questionnaire un peu avant la crise de l'Ukraine. Mais les gens ont parlé pas mal de pouvoir d'achat, donc entre le 31 mars et le 19 mai. Et tout le reste, vous le savez. Alors, le profil des répondants, quand même, pour regarder. Donc, 157 répondants. Type d'organisation, un peu tout type d'organisation. On le voit, par des TPE, 26%, des PME. Les ETI et les grandes entreprises pèsent pour 40% de l'échantillon. Que dire d'autre? On a la direction générale, bien évidemment des directeurs marketing, aussi de la communication, et puis après quelques postes un peu divers qui s'occupent aussi du marketing, mais probablement avec d'autres casquettes. En âge, on n'est pas que sur des jeunes, donc c'est pas un sujet que de jeunes. Voilà, on voit 45-54 ans. Je suis plus dedans, 40%, 26% sur les 55-65, et on était en activité principale à la fois sur des activités B2B, B2C et B2B2C. Que dire d'autre? 44% étaient des membres de l'ADTEM, ce n'est donc pas qu'une étude faite auprès des membres, hein, donc les bannières qui ont été portées et les campagnes de mailing ont porté leurs fruits, puisqu'il y en a quand même 55% qui ne sont pas membres de l'ADTEM. Voilà ce que je peux dire sur l'échantillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Alors peut-être les résultats.
Oui, alors les résultats, on va vous les présenter dans un instant. Je veux simplement vous dire, parce que je voyais que certains prenaient des photos, c'est tout à fait possible bien sûr, que les résultats seront évidemment téléchargeables dans leur intégralité, en particulier sur le site d'OpinionWay. Je me permets d'en faire la promotion parce qu'il y a énormément de choses sur ce site, donc allez voir toutes les études qui sont mises en ligne, et celle-là aussi. Et puis je crois que l'ADTEM a prévu une infographie spécifique. Ah ben, évidemment, ça va de soi, Catherine. Allez aussi, mais je voulais pas m'avancer sur le fait que le questionnaire serait disponible sur le site de l'ADTEM, mais il le sera. Et en plus, le site sera totalement rénové à partir donc du 30 juin. Donc, allez aussi sur le site de l'ADTEM. Ça va? Voilà, c'est bien, parce que c'est ça. Une infographie qui sera également disponible et envoyée. Voilà, on a tout dit. Enfin, vous pouvez continuer à prendre des photos. Hein, voilà. Alors, sur les enjeux, donc premier sujet. Donc, on a en fait deux types de résultats. Le premier sur, on va dire, les difficultés rencontrées par les directeurs marketing, les responsables, les décideurs. Et puis, par ailleurs, donc la place en fait du marketing responsable dans l'ensemble des enjeux auxquels les décideurs sont confrontés donc sur l'année 2021 ou 2022. Donc, Luc, je te laisse commenter. La première question, c'était une question effectivement un peu d'ambiance. C'est-à-dire là, sur cette année, c'est quoi vos préoccupations, vos difficultés premières? On voit que la première difficulté, c'est le manque de moyens. Des moyens qui soient humains ou qui soient budgétaires. Hein. Vous voyez, c'est les deux premiers postes. En premier, 20%, 14% pour les premiers. Et puis après, arrive assez vite quand même probablement le manque d'agilité et on le voit beaucoup plus d'ailleurs sur les plus grandes entreprises. C'est à peu près le seul tri significatif sur cette étude, mais forcément compte tenu de la taille de l'échantillon, mais on voit bien mon entreprise est en silo, 29%, et le manque d'agilité de l'organisation, 24%. C'est la deuxième difficulté, effectivement, on est confronté, où on demande effectivement plus de rapidité, plus d'agilité, plus en même temps d'innovation. Donc tout ça, effectivement, demande des organisations plus agiles, et c'est effectivement ce qui sort là. Très bien, j'arrête. Et du coup, deuxième question, quels sont pour vous les trois premiers enjeux pour cette année? Pareil, avec en premier, en deuxième, en troisième. Et le chiffre qui est assez quand même surprenant, et en tout cas extrêmement fort et assez différent, je crois, de la vague précédente, mais tu en diras peut-être un mot, c'est qu'effectivement, la mise en œuvre d'un marketing plus responsable, c'est 45%. Alors, on voit bien probablement qu'on a aussi là un effet post-Covid, hein, je vous rappelle, pendant le Covid, en tout cas le premier confinement, quand on était un peu sur LinkedIn et sur les réseaux, le monde devait changer et tout devait être différent. Je pense que tout ça a laissé des traces, hein, l'idée d'être plus reconnecté, d'avoir plus de sens dans son métier, sort là, hein, avec cet enjeu à 45%. Le nouveau gouvernement, en tout cas dans ce qu'il annonce, a aussi comme enjeu d'intégrer plus les enjeux écologiques. Donc voilà, 45%, avec évidemment comme préoccupation première la conquête de nouveaux clients, la croissance de l'activité, qui reste quand même le cœur et le nerf de la guerre. L'expérience client et la digitalisation, on voit bien, hein, sont devenus moins des enjeux, mais probablement aussi parce que cette crise a amené beaucoup d'entreprises à très vite avancer sur ces enjeux. Une grille de lecture qu'on partage avec un verbatim, vous retrouverez les membres, hein, Olivier C. Voilà. Le marketing responsable est très haut dans les préoccupations. On a conscience qu'il pourrait être transversal et donc c'est une clé de lecture en fait qui incite à penser que le marketing responsable est si haut entre guillemets dans le classement. Aussi, dans le sens où c'est un levier pour d'autres objectifs, en particulier la croissance de l'activité et l'amélioration de l'expérience client. Donc, à voir non seulement comme un sujet en soi, mais aussi comme un levier d'entraînement pour les autres sujets. On va peut-être faire réagir, je ne sais pas qui veut, Gérald, Mouna ou Claudine. Gérald, peut-être sur l'importance donnée au marketing responsable. Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité aussi chez Sodial? Écoute, déjà, merci de me donner la parole. Effectivement, donc Sodial, c'est Candia, Yoplait, Entremont et des fromages AOP. Voilà, c'est donc une entreprise qui est assez ancrée en France et
Donc c'est une coopérative. Donc effectivement, à la base, la mission de Sodial, c'est de mieux rémunérer les éleveurs, c'est-à-dire les producteurs de lait. Et donc, nécessairement, il y a un alignement entre la dimension sociétale que la société traverse et la dimension résultat que doit aller chercher l'entreprise. Donc, le marketing responsable fait nécessairement partie des règles du jeu. C'est natif de l'entreprise, finalement. C'est aligné avec l'ADN de l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je trouve intéressant par rapport à cette slide, c'est que la croissance de l'activité, la conquête de nouveaux clients, ça c'est ce qu'on doit faire en tant que marketeur. Mais au milieu vient cette idée de marketing responsable. Et la question pour moi, c'est comment on fait pour mailler le business avec cette dimension sociétale où il y a des injonctions effectivement de la société civile, mais aussi de la réglementation qui vient à nous et qui nous impose des changements. Donc, la manière dont on a eu de le prendre, en tout cas, juste voilà pour perspective, c'est d'essayer de se dire comment on fait pour aligner quelque part la vision de l'entreprise, la vision de la direction générale avec les enjeux du business. Et donc, le marketing responsable doit construire le business, doit construire la part de marché. Et donc, on doit quelque part pouvoir, à travers, que ce soit du business ou de l'innovation, créer de la valeur qui permettra derrière d'engager plus de consommateurs sur nos marques. Donc, il y a une vraie dimension, je pense, business que tu as introduite et qui est absolument clé et qui doit être embrassée par toute l'entreprise. Oui, je pense qu'on en reparlera plus tard dans le questionnaire. Mouna, je t'ai vu acquiescer à plusieurs reprises. Tu as d'autres éléments à ajouter? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Faut le saluer. C'est génial que ça arrive à 45%. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Reste à savoir si la prise de conscience, elle est sur les 3 volets de la responsabilité, le social, l'environnemental ou le sociétal. Et donc, voilà. Et si on dépasse le ripollinage, j'ai appris ce mot. Donc, est-ce qu'on dépasse le ripolin ou est-ce qu'on est dans l'éco-conception des produits et qui emmène une transformation plus profonde? Donc, un petit teaser pour les résultats d'après. Ouais. Claudine, un mot supplémentaire? Oui, juste une précision, c'était, alors effectivement, l'enquête portait sur le marketing responsable, mais cette question, on n'était pas encore rentré dans le sujet du marketing responsable, parce que comme on en parle beaucoup, et c'est vraiment spontanément que cet item est ressorti, et je pense que c'est pour ça, Luc, que tu as mis un gros 45% par rapport à cet item. Avec 15% en premier parmi oui. quand on compare aux 17% conquête de nouveaux clients et croissance de l'activité. Parce que la question, c'était bien, en tant que professionnel du marketing, quels sont vos 3 principaux enjeux pour cette année, pas spécifiquement responsables, environnementaux ou quoi que ce soit. C'était les enjeux. Oui, c'est à souligner, hein. C'est pas est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous concerne ou quoi, c'est les 3 enjeux. Hein. Donc, alors, on va passer donc au deuxième tableau. Deuxième tableau, les sensibilités des décideurs marketing par rapport à l'enjeu donc du marketing responsable. Sensibilité. Et là, on a une batterie de questions, enfin d'items que va commenter Luc. Voilà, sortez vos lunettes. Alors, effectivement, on leur demandait est-ce qu'ils étaient ou pas d'accord avec les affirmations suivantes. Il y avait un certain nombre d'affirmations. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans les 3 premières affirmations qui ressortent en majeur avec une échelle de tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord du tout. Donc, on voit tout de suite là visuellement que les 3 premiers ont un pourcentage d'accord extrêmement fort, extrêmement dense, par rapport à quelque chose qui est une espèce de ventre mou qui est le plutôt d'accord. Et on voit bien que là, en fait, les responsables marketing qui ont répondu nous disent que ces enjeux de marketing responsable rentrent à la fois en résonance avec leurs aspirations personnelles, c'est ce dont je parlais dans la quête de sens générale et plutôt des gens élevés culturellement, et l'autre part, la nécessité pour l'entreprise aussi de se réformer et d'intégrer ces enjeux pour sa viabilité future. Et donc là, il y a effectivement une espèce de conjonction qui rend les choses possibles.
Alors, pour répondre par contre à votre question sur ces enjeux, on voit tout de suite apparaître quelque chose qu'on va revoir un petit peu après, c'est une inquiétude, une interrogation, un questionnement sur le fait que est-ce que mes clients sont prêts à payer pour plus de valeur ? Et on voit bien, c'est là où sont en tension d'ailleurs les responsables marketing, c'est-à-dire que je veux bien faire du durable, mais en même temps mon job, c'est quand même de faire en sorte que l'entreprise soit rentable et économiquement viable. Et si je n'ai pas des consommateurs qui sont prêts à payer plus de valeur dans un contexte qui est un peu plus tendu, on parle beaucoup d'inflation et de pouvoir d'achat, ça reste quand même pour moi une vraie interrogation, et c'est une vraie interrogation qu'on verra tout de suite après. Je ne commande pas les autres parce que finalement... Mais voilà, alors si, je voulais répondre quand même, Mouna, sur un item. Le développement durable est un sujet d'offre avant d'être un sujet de communication, quand même 54%, voilà, c'est quand même important, et que c'est aujourd'hui devenu davantage un sujet d'offre et donc du coup d'action. Oui, je t'en prie, bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant là aussi, c'est que c'est la dichotomie entre l'intérêt personnel qu'ont les répondants et l'intérêt que peut avoir l'entreprise, en tout cas la perception qu'ils en ont de l'intérêt que porte l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément évident, parce que le marketing responsable, en général, ça coûte cher. Parce que faire des trucs bien, mais qui coûtent moins cher qu'avant, ça c'est super, mais ça n'existe pas toujours. En général, faire des trucs bien, ça coûte plus cher qu'avant. Et donc, c'est comment on fait pour justifier le ROI de ce type d'activité et donc engager la direction générale derrière ce type d'activité. Parce que c'est facile de dire quelque part pour un directeur général qui s'intéresse au sujet de RSE et globalement au sujet de marketing responsable, mais pour que ça ne soit pas quelque part de la surface et que ça soit profond, mais il faut qu'il y ait des convictions, mais il faut aussi un enjeu business. Et donc là, c'est aussi notre job d'aller chercher cette valeur ajoutée dans un monde où les consommateurs ou les clients ne vont pas vouloir payer beaucoup plus cher de par les tensions sur le pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour ça qu'il y a nécessairement, pour moi, de la segmentation du business, aller vers plus de niches qui vont permettre au global d'aller chercher plus de valeur, mais aussi derrière, il y a une transformation de la supply chain, de la commercialisation, etc. Donc, tout ça va avec quand même une transformation de l'entreprise. On va juste avancer peut-être sur les chantiers, comme ça vous je rebondis juste sur ce que tu dis, parce qu'on a tous autour de nous beaucoup d'exemples aussi de gens qui disent « Ah voilà, ça y est, c'est fini le marketing, je veux trouver du sens à ma vie, j'arrête tout, je veux aller dans l'ESS, etc. » Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que là, on a des gens qui sont prêts à se retrousser les manches, à mettre en accord leurs convictions personnelles avec leur job et de ne pas jeter, comme on dit, l'eau du bain avec le bébé, je ne sais plus dans quel sens, mais de tout jeter. Ouais. Et c'est assez intéressant, cette double résonance. Avec un chiffre, on va passer vite, mais ouais, c'est quand même un chiffre assez important. 37 et 32% disent que leurs entreprises sont déjà assez fortement engagées sur le marketing responsable. Donc, voilà. Juste pour finir de compléter, je trouve que c'est de l'étude, c'est le slide et les résultats qui reflètent le mieux la situation dans laquelle on est, dans cette période de transition. En fait, on s'est devenu, la prise de conscience est derrière nous, sauf qu'on ne sait pas encore transformer le modèle d'affaires et on sait qu'on ne peut pas le transformer par le prix et le low cost et qu'il faut faire du durable et que la clé du modèle économique est dans la transformation des offres. Donc on est vraiment, je trouve que ce slide révèle bien la période de transition dans laquelle les directions marketing et les directions générales se trouvent. En fait, on a les éléments pour résoudre l'équation, mais on ne les a pas encore mis dans le bon ordre. Je ne sais pas si on a les éléments, parce qu'il y a quand même 8 et 10%. Mes clients sont prêts à payer pour un marketing responsable. On voit bien la vraie interrogation. Ouais. Ils disent qu'ils ne savent pas. En perception, ils pensent aujourd'hui que les clients ne sont pas prêts parce que la valeur prix est très importante, que toutes les études montrent que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français. Mais parce qu'on pense offre, produits consuméristes, mais peut-être que le secret est dans les services. Et peut-être que dans les services, avec la durabilité, l'effet prix peut être lissé
Enfin, tout ça pour dire qu'on est au cœur de la problématique, on le verra plus loin, sur le modèle économique. Alors voilà, Mouna a effectivement parlé du mot business model. Et donc, c'est là-dessus qu'on va développer maintenant en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'effectivement, on a posé à nos répondants une question en fait issue du baromètre de la consommation responsable de Greenflex et de l'ADEME pour voir un petit peu la comparaison entre le grand public et puis les professionnels du marketing. Et voilà les résultats. Je pouvais y aller en direct, hein. Mais 48%, c'est un chiffre extrêmement fort. Il y a 2 chiffres extrêmement forts, c'est le 7 et le 48. 48% nous disent il faut complètement revoir notre modèle économique et sortir du mythe de la croissance infinie. C'est juste colossal, 1 sur 2 quand même. Donc, je ne sais pas s'ils votent tous Mélenchon, peut-être. On voit que Mélenchon, il recrute beaucoup dans les CSP+. Hein, je disais ça en rigolant, mais pas tant que ça. Surtout, on n'a que 7% aujourd'hui des responsables marketing qui disent notre modèle économique est le bon, il n'y a rien à changer. Voilà. Je ne commande pas les 41, mais c'est pour moi presque le chiffre d'ailleurs plus fort que le 48. Donc, et on a là toute la tension en fait. C'est-à-dire que la tension dans laquelle se trouvent aujourd'hui les responsables marketing, c'est-à-dire une envie de changer, une injonction de la société de changer, le sentiment que de toute manière, la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Donc je crois que l'idée a fini par faire son chemin. Albert Jacquard, c'était, je crois, avant les années 2000. Mais voilà, elle a fini par faire son chemin. Ceci dit, il reste quand même ce qu'on me demande, hein, c'est-à-dire une rentabilité à court terme, un modèle qui part sur l'idée d'un progrès, d'un bien-être par la performance économique, et à côté de ça, un modèle, Mona qui le disait, qui reste à inventer, qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale, mais qui reste à inventer. Donc la tension, elle est là. C'est-à-dire, pour moi, j'y arrive, hein, finalement, c'est ce que dit ce chiffre, enfin ces chiffres, c'est que pour moi, j'y arrive, il faudrait que quand même la société, elle change. Un verbatim sur le business model, donc qui est capable d'aider son entreprise à passer de la vente de produits à l'économie de la fonctionnalité, un peu les stratèges, mais surtout les marketeurs. Et donc là, un rôle fondamental à jouer, hein, c'est pour ça que c'est important que la DTEM se soit emparée du sujet de la consommation ou du marketing responsable. Alors, on arrive au cœur de l'étude sur les chantiers qui sont mis en œuvre dans les organisations autour du marketing plus responsable, avec 5,6 actions engagées en moyenne. Luc, si tu veux commander les résultats. C'est pas mal, 5,6 actions en moyenne. Surtout qu'il y a des actions quand même très concrètes. Hein. Tu parlais de ripollinage. Alors, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. La recherche d'impact positif sur la société, la réduction de déchets, on voit bien, ça c'est assez fort. La réduction de l'empreinte environnementale, l'amélioration du bien-être du consommateur, ça c'est un peu flou. Le développement d'offres plus durables, donc le développement d'offres, ça c'est assez concret. Il y a un chiffre qui est assez intéressant parce que je pense que, quoi qu'on en dise, pour moi, ça peut être un élément catalyseur de l'action future, c'est l'engagement dans l'entreprise à mission. C'est souvent assez critiqué, etc. Mais quand même, il y a là la nécessité d'un engagement. Et cet engagement, il doit être fort parce qu'on voit bien aujourd'hui, les DRH ont beaucoup de mal à recruter. Et j'entendais cette semaine que une association de DRH disait que dans 80% des cas, c'est la deuxième question posée par les jeunes. Donc, il y a un sujet de marque employeur aussi qui est extrêmement important sur ce sujet. Par contre, un peu parent pauvre, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup parlé et que ça commence seulement, mais on voit bien l'inclusion des clients vulnérables, 35%, la sobriété numérique, 34%. Bon, c'est vrai que la sobriété numérique pendant le Covid, c'était pas trop facile, notamment pour les entreprises de services. Mais en tout cas, on voit bien là, c'est un peu les deux parents pauvres de ces actions engagées. Alors, 2 regards en face de ces chiffres. Le premier, donc, c'est cette crainte en fait de faire du greenwashing, hein, donc un truc qui m'obsède. Je veux pas du tout faire ça. Donc, clairement, les chantiers mis en œuvre montrent qu'on a dépassé cette question du greenwashing de loin, et que, in fine, on est sur une question d'offre, de proposition de valeur, de produits-services, et pas de communication. Voilà. J'imagine que sur ces sujets, vous avez plein de réactions également. On va remettre les chantiers. Moi, j'avoue que je me retrouve beaucoup dans ces résultats, et notamment dans le numéro 1.
recherche d'impact positif sur la société. J'essaie de toujours ramener un peu ce marketing responsable à notre mission aussi de construire la valeur et le business. Et en fait, selon moi, si on crée un impact positif, quelque part, les consommateurs vont nous récompenser par plus peut-être d'essais, plus de réachats et derrière des parts de marché. La question est, quels sont les impacts positifs qui correspondent aux besoins sur les catégories sur lesquelles on évolue? Je donne un exemple, c'est la marque Candia. La marque Candia, ça fait 3 ans qu'on est en croissance de parts de marché. Alors qu'on avait une décroissance de parts de marché sur les 5 années précédentes, tout simplement parce qu'on avait des concurrents qui avaient mieux pris certains virages, tels que le bio, tels que le lait délactosé, tels que le lait responsable. Cette croissance de parts de marché, elle ne vient pas uniquement du marketing responsable, elle vient des fondamentaux. Mais je vous donne un exemple qui est par exemple celui de Candy Up. Candy Up, à la base, c'est une boisson qui marche très bien, mais on a quand même multiplié la croissance par 2 parce qu'on a réduit le sucre dans nos formules et parce qu'on a enlevé les additifs. J'aime bien prendre cet exemple de Candy Up fraise, qui à la base, il y a de la briquette, mais aussi une bouteille transparente. Le produit, il y a 3 ans, était rose. Et aujourd'hui, il est blanc parce qu'on a enlevé le colorant de ce lait. Au début, il y a eu une baisse de consommation. Et je me rappelle, dans l'entreprise, il y a pas mal de gens qui me disaient « Mais pourquoi vous avez enlevé le rose ? Les gens, ils veulent acheter du lait à la fraise, rose. » Et en fait, quelque part, le choix, c'est de se dire OK, on va perdre des consommateurs sur le court terme, mais c'est pour construire quelque part une marque qui est signifiante et qui est peut-être un peu plus transparente et sur lequel les consommateurs vont adhérer au discours sur le long terme. Alors ça paraît être un peu beau quand on dit des trucs comme ça, mais ça a vraiment marché. Notamment parce que si on est passé en Nutri-Score B, on était en Nutri-Score D, on est passé en Nutri-Score B, on n'affichait pas le Nutri-Score D. Maintenant, on affiche le Nutri-Score B, on fait de la pub dessus. Donc, c'est un peu effectivement... Et là, l'avantage, c'est qu'en plus, on met moins de sucre et c'est moins cher à l'achat aussi, puisqu'on achète moins de sucre. Mais ça, c'est, je dirais, une histoire positive. Il y a des histoires aussi négatives. On a lancé une marque en grande pompe qui s'appelait Les Laitiers Responsables, qui était un peu trop, on va dire, un MeToo de c'est qui le patron. Et on n'a pas trouvé quelque part un écho fort chez les consommateurs. Et là, on a relancé, enfin, on est parti sur une toute idée qui nous touche au quotidien, qui est la désaffection du métier d'éleveur dans ce secteur-là. Donc, on a lancé un lait qui est Candia et des jeunes agriculteurs. Et là, on est déjà au-dessus des performances de l'ancienne gamme sans avoir fait de pub. Donc, c'est vraiment de la recherche d'impact positif, mais qui soit quand même centré avec l'ADN de l'entreprise et celui qu'on veut en tout cas défendre. Ok. Mouna ou Claudine? Oui, c'était pour revenir à cette notion d'impact. Finalement, on voit bien avec tous ces sujets que chaque entreprise a le territoire et l'impact qui lui est propre en fonction de son marché, en fonction de son activité et qui correspond à cette diversité. Je suis quand même assez étonnée parce que finalement, les 2 derniers sont transverses à tout le monde. Et on a le sentiment que c'est ceux qui sont le moins préemptés par les entreprises. Oui, voilà. La sobriété numérique, justement. Je ne sais pas si Ouais, c'est là-dessus que tu voulais réagir, Mouna, peut-être. Ouais. En fait, je voulais réagir sur la hiérarchisation. Oui. Moi, ce que ça m'inspire, ces résultats, c'est que d'abord, ce qui est bien, c'est que d'un point de vue stratégie de l'entreprise, c'est cranté, mais que finalement, on a commencé par le plus facile. On n'a pas commencé par le plus facile et ce qui est déjà réglementé, je pense notamment aux déchets emballages. En fait, il y a une loi qui est passée et donc du coup, ils sont obligés d'avancer sur le sujet. Et finalement, la hiérarchie, c'est ce qui est d'une certaine façon le plus facile à faire a été commencé et ce qui est le plus difficile, et notamment les clients vulnérables,
en fait, c'est le plus compliqué. Et donc, du coup, dans la hiérarchie, on a commencé par le plus facile. Or, la transformation, elle est à la fin. Et sur les clients vulnérables, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet, je rappelle que la télécommande a été créée pour les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, en général, quand on pense un produit pour les plus fragiles, on sert le plus grand nombre. Voilà, petit message. Merci pour ces éclaircissements. On va passer à la suite. Alors, on va passer au dernier tableau, les difficultés et éventuellement quelques pistes d'action, hein, c'est le thème. Mais voilà, on avance, les difficultés et les attentes donc, pour mettre en œuvre un marketing plus responsable. Donc, sur les difficultés, Luc, est-ce que tu veux commenter? Non. Bon, ok. Alors, les difficultés, c'est ce qui a été expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une complexité sur le modèle d'affaires. Hein, c'est-à-dire que je suis prêt à m'engager, mais quand même, les deux premiers items, hein, que ce soit cité en premier ou au global, c'est la complexité à changer le modèle d'affaires, la crainte d'une perte de rentabilité. C'est le job d'un responsable marketing. En tout cas, il œuvre beaucoup pour ça. Et troisième point, hein, à peu près à la même hauteur, c'est le manque d'outils et de méthodes. Donc la question, effectivement, est par où je prends les choses, comment je peux m'inspirer, qu'est-ce que je peux faire, comment j'y vais. Sachant que, voilà, quand on se lance, mais je pense que vous l'avez dit sur vos entreprises, quand on se lance dans du marketing responsable, on n'est pas en train de refaire juste le packaging. Hein. On est en train de toucher au cœur de l'entreprise, à son mode de production. Vous parliez d'éco-conception. On est au cœur des choses. Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer à mobiliser un peu plus de monde que juste le responsable de la com ou l'agence de com pour avoir son packaging. Donc voilà, c'est un enjeu fort, c'est-à-dire pouvoir aller avancer, c'est pouvoir s'inspirer et avoir des exemples qui me portent, hein, qui m'aident et qui me portent. Que dire d'autre? Ben voilà, le troisième item, c'est quand même le manque d'intérêt des clients. C'est vrai qu'il y a quand même, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, hein, je dis, ça fera 20 ans que je travaille dessus. On voit bien, quand ça marche, on a du mal à vendre, à part un petit cœur de clientèle, des produits dont le ressort ne porte que sur la responsabilité environnementale ou sociale. Par contre, si en plus c'est responsable, c'est-à-dire que ce que vous disiez dans Candy Up, c'est-à-dire c'est bon pour ma santé et en plus c'est bon pour la planète, super. Et donc c'est comme ça qu'il faut penser les choses pour arriver à vendre de nouveaux types de produits, de nouveaux types de produits ou de services, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les sociétés de services. Qu'est-ce que je dirais de plus là-dessus? C'est tout. Après, c'est toujours intéressant, mais on peut y passer des heures. Il faut être engagé et passionné pour faire partie du collectif responsable. On va t'inviter, Luc. Hein. Tu es engagé et passionné. Hein. Donc, un verbatim très fort sur ce point, avant de vous laisser témoigner, bien sûr, d'un certain David G. Ce résultat signale, ça va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire, le besoin de travailler ensemble, de travailler autrement en écosystème, travailler avec de nouvelles coalitions. Hein, et c'est justement l'intégration de l'enjeu sociétal, c'est se connecter avec les autres fonctions d'entreprise et certainement avec les parties prenantes aussi. Donc vraiment une autre façon de travailler. Je remets le slide. Alors c'est le dernier. J'ai des choses à dire. Il y a des notes d'espoir, parce qu'en fait, si on lit la question de façon inversée, il y a des notes d'espoir parce que manque d'intérêt des collaborateurs, 4%, ça veut dire qu'en fait, les collaborateurs ont méga envie de travailler sur ces sujets. Donc, c'est quand même extrêmement positif. Donc, les forces vives ont envie de transformer les produits et de transformer l'entreprise de l'intérieur. Le manque de soutien de la direction générale, je l'ai dit tout à l'heure et ça ressort là, en fait, c'est derrière nous. La prise de conscience, elle est telle que, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire, mais la crainte, et c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer, c'est la complexité du modèle d'affaires, la crainte d'une perte de rentabilité. En fait, il faut montrer que c'est une courbe en U, on va perdre dans un premier temps et remonter dans un deuxième temps, ou faire en mode sandbox, on commence par un produit de la gamme et on la transforme et on a du coup un use case. Et après,
par rapport au premier slide, vous vous souvenez, manque de ressources humaines et manque de moyens, qui étaient les principales préoccupations et difficultés. En fait, là, elles ressortent pas spécifiquement. C'est-à-dire que quand on arrive à régler la quadrature du cercle du modèle économique, en fait, on trouve les moyens, on trouve les ressources. Voilà, donc il y a des notes positives quand même. Et puis, autre note positive, ça nous donne plein d'axes de travail pour notre collectif responsable sur, je ne sais pas, la difficulté de savoir par où commencer. Donc, on se dit les outils, les méthodes, qu'on va pouvoir collaborer encore plus. Belle transition. Parfait. On n'a pas répété en plus. Je vais prendre Mouna pour travailler chez OpinionWay. Assez naturellement, effectivement, le besoin d'être nourri, d'inspirer d'exemples, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet d'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on veut à peu près tout. Alors évidemment, l'idée d'un guide, un guide, ça rassemble tout, hein, donc c'est une chose intéressante. Je pense que surtout dans le guide, Elisabeth, elle sait bien, ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quand on demande si on veut de l'information, généralement les gens ils disent pas oui, hein, ils disent pas non. Donc ils en veulent toujours. Mais le besoin avait été exprimé. On voit bien ici qu'il y a le besoin d'être accompagné, mais sur un ensemble de choses. Je dirais. Et effectivement, l'idée du guide, c'est qu'il rassemble tout. Mais à la fois des références, des méthodes, du benchmark, de l'accompagnement méthodologique, des normes et des labels parce que ça cadre et que ça me permet d'avancer, des cas pratiques, parce qu'ils m'inspirent. On voit bien, tout ça va un peu dans le même sens. Donc, effectivement, c'est là maintenant l'enjeu du collectif, que d'arriver à nourrir, en tout cas, ces responsables marketing avec l'ensemble de ces éléments qui sont... je ne vais pas faire la pub du comité 21, mais quand j'avais créé il y a maintenant 10 ans au sein du comité 21, le club du marketing responsable, parce que j'avais une conviction, je me disais, rien ne changera, parce qu'en fait, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quand même les responsables marketing, hein, c'est eux qui font le monde quand même dans lequel on vit, et l'économie, c'est quand même ce qui guide aujourd'hui le monde. Rien ne changera si les directeurs de marketing ne s'emparent pas de ces sujets. Donc c'était ça, c'était un peu l'idée. On avait fait un guide avec beaucoup d'exemples, mais c'était le comité 21, donc ça n'avait pas l'aura de l'ADTEM auprès des directeurs marketing. Je pense que le collectif, il a une place forte, et je pense qu'il y a une vraie attente pour que voilà, vous inspiriez, vous aidiez en fait tous ces responsables marketing qui, eux, ont envie de bouger. Un dernier verbatim. Personnellement, j'ai été diplômé en 2007, donc ce n'est pas hyper vieux. Mathilde, je confirme, c'est pas hyper vieux. Mais à l'époque, on ne parlait pas du tout de développement durable. On n'en parle toujours pas beaucoup dans l'université et dans les écoles, à vrai dire. Et du coup, si on n'est pas aidé par des collectifs comme responsables de l'ADTEM ou par des organismes de formation, c'est compliqué de savoir faire, de savoir dans quelle direction aller. Donc, c'est l'importance du collectif là qui est soulignée dans ce verbatim. On va revenir sur ces derniers points. Il y a une question qui me vient comme ça. De la même manière que dans la transformation digitale, il y avait un couple infernal dans les entreprises, c'était le directeur marketing et le directeur informatique. Est-ce que le prochain couple infernal dans les entreprises, c'est pas le directeur marketing et le directeur financier? Est-ce que ça vous fait réagir, ça, ou pas? Est-ce que vous voulez... Tu veux, vas-y. Bah oui, parce que ça passera par le développement économique ou le maintien des parts de marché. Donc, il faut effectivement travailler... Les changements d'indicateurs aussi. Ouais, et donc du coup, travailler avec le côté financier pour justement transformer dans la durée et le faire avec lui pour qu'il puisse dessiner la trajectoire financière, la planification du marketing responsable. C'est un mot en vogue et je trouve que ça a du sens en fait. Hein. Tout ne se fait pas à court terme, ça se fait à moyen long terme, mais cette transformation, il faut pouvoir la projeter dans les business plans. Oui. Et sur la hiérarchisation, là, comme ça a été dit, c'est pas très hiérarchisé. En fait, tout est un peu au même niveau. Et je pense que ça révèle justement le fait qu'on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. Oui. Gérald? Moi, je me permets de partager quelques peut-être pratiques internes qui ont fait du sens. La première, c'est effectivement un travail purement marketing, mais c'est la plateforme de marque. Le fait d'aligner quelque part les bénéfices d'une marque avec l'attente des consommateurs, mais aussi avec cet impact positif. Et ça c'est quand même un travail assez long.
je pense, qui doit être fouillé et qu'on ne peut pas faire juste comme ça. Ça nécessite beaucoup d'interactions, je pense, avec les consommateurs, les clients, pour aller chercher des insights qui seront générateurs de valeur au final. Donc ça, c'est la base, je dirais. Mais si on ne part pas de là, quelque part, on va faire du greenwashing, puisque ce qu'on va faire, ça sera un truc en plus qui peut-être nous fera plaisir, mais qui ne construira pas les parts de marché au final. Donc ça, je dirais, c'est un. Et la deuxième chose, c'est faire travailler le marketing et la RSE ensemble. Alors, c'est vrai que notre service c'est complètement intégré, mais du coup, quand les gens, quelque part, sont assis à côté, hein, quand ils sont en présentiel, ça change quand même beaucoup de choses, je trouve. Et la RSE, si elle est isolée, peut avoir tendance à être une sorte d'empêcheur de tourner en rond, hein. Un peu comme une direction de la réglementation ou une direction juridique, ou vue en tout cas par des marketeurs comme étant putain, ils me font chier, quoi, quelque part. Alors que non, le but, c'est vraiment que la RSE se rapproche du marketing et le marketing se rapproche de la RSE et du coup, qu'il y ait une compréhension mutuelle. Ça tombe bien, tu as les deux casquettes. Si je... Non, mais c'est pour ça que j'en parle. C'est oui, parce que la personne qui est arrivée en tant que responsable RSE, à la base, elle venait d'ailleurs de Greenflex, donc purement RSE. Et je l'ai vu évoluer en prenant une casquette consommateur et marque, tout comme j'ai vu les marketeurs évoluer en prenant plus une connaissance technique, quelque part, des éléments de RSE. Et c'est vrai que ce mélange est intéressant. Oui, Luc. Je veux juste souligner ce que tu viens de dire qui est extrêmement intéressant et qui est, moi, une conviction assez forte, et je vais donner un exemple. Et tu as dit, la plateforme de marque, elle est là comme une colonne vertébrale qui doit guider l'action et la fédérer. Il y a un exemple assez connu dans la matière, c'est Michelin. Michelin, c'est une entreprise, il y a quelques années, maintenant il y a une dizaine d'années, elle est confrontée à des enjeux réglementaires de plus en plus lourds sur le recyclage, qui coûte cher, de ses pneus, et par ailleurs, elle a des coûts des matières premières qui ne font qu'augmenter. Mais c'est une entreprise qui se dit producteur de pneus. Et puis ils réfléchissent, ils se mettent autour d'une table, ils redéfinissent quelle est leur mission, ils disent en fait mon métier c'est pas de fabriquer du pneu, c'est de vendre du kilomètre roulant. Et à partir de là, tout change. Si je vends du kilomètre roulant, je garde le pneu m'appartient. Et comme il m'appartient, du coup, j'ai intérêt à le recycler pour avoir la matière première derrière. La matière première qui me coûte cher. Donc d'un seul coup, on rentre dans un cercle vertueux. Et puis en plus, c'est vachement plus intéressant puisque comme le pneu m'appartient, du coup, je passe plus par des intermédiaires, mais je suis en direct avec des clients avec qui je vais pouvoir faire du CRM, de la fidélisation, etc. Et on voit bien, ça n'a pas changé grand-chose, hein, c'est juste une façon de regarder les choses, c'est-à-dire de passer de « je suis un industriel qui fabrique du pneu » à « je vends du kilomètre roulant », eh bien, ça change les choses. Et effectivement, la plateforme de marque, la mission, elle peut, c'est pour ça que les entreprises à mission peuvent amener à changer les choses, elle peut amener à revoir les choses dès lors qu'on travaille effectivement un peu en éco-conception, comme tu le disais, Mouna, tout à l'heure. Oui, c'est le thème de l'économie de la fonctionnalité, hein, vendre du service plutôt que du produit. C'est une révolution dans certaines entreprises quand même, y compris chez Michelin. Mais effectivement, c'est moins facile avec le lait. C'est vrai. On peut vendre du lait en direct ou des produits laitiers en direct. Ça peut faire partie de cette transformation. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des exemples, si vous voulez intervenir pour donner des exemples de vos entreprises ou apporter des témoignages, n'hésitez pas, on vous passe le micro. Ou si vous aurez des questions aussi, n'hésitez pas à nous interpeller. Tu parlais de Michelin, il y a aussi Decathlon qui teste quelque chose dans le même sens actuellement, apparemment avec un certain succès, effectivement. D'autres points que vous voulez ajouter par rapport à ça, les uns et les autres, d'autres exemples? Claudine, c'est quelque chose que... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans les entreprises. On l'a vu tout à l'heure dans une coopérative laitière qui est basée sur déjà une mission forte au départ. Je dirais que la route est tracée. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont tracé leur route directement en disant je nais sur un concept qui est responsable. Et puis il y a toutes celles, grandes ou petites, alors les grandes, Decathlon, Michelin, elles ont compris et elles s'y mettent, mais il y a aussi toutes les plus petites qui ont envie de s'y mettre, qui n'ont pas forcément les moyens, pas forcément les idées non plus et peut-être pas forcément les compétences en interne. Est-ce que ces entreprises-là, tu les rencontres un petit peu dans ton parcours? Est-ce que tu peux en dire deux mots?
Oui, on parle d'entreprise, mais avant tout, c'est des hommes et des femmes. Oui. Donc, quelle que soit l'organisation, à partir du moment où on a des personnes qui sont convaincues, elles vont trouver la solution, et c'est plutôt ça, parce que la prise de conscience, je pense qu'elle est là. Après, la conviction que je peux agir et que je ne me cache pas derrière mes clients qui ne veulent pas, mes fournisseurs qui ne peuvent pas, le marché, etc. C'est plus là où on voit la différence. Ce n'est pas une histoire pour moi de taille d'entreprise, c'est vraiment une volonté et des convictions de se dire, on va trouver les solutions, on va travailler en interne, on va faire appel à des conseils, on va travailler avec des homologues, on va fédérer, on va monter des collectifs. Enfin, après, tout est imaginable à partir du moment où les personnes sont convaincues qu'il faut et qu'elles peuvent, et surtout qu'elles peuvent agir. Parce qu'il n'y a qu'à Faucon, tout le monde le dit, mais moi, à mon niveau, je peux, c'est ça. On va prendre une question peut-être, et Mouna, vas-y, et on prend une question après. Je voulais dire que c'était en fait pour elles le plus difficile, parce qu'elles ont moins de marge de manœuvre, et comme ça a été dit et dit dans le verbatim, c'est la coalition en fait. C'est aller chercher pour faire un pas à plusieurs, à taille moyenne, pour réinventer ensemble quelque chose. Mais toute seule, c'est le plus difficile parce que le poids de la réglementation s'abat profondément sur eux, et sur le modèle économique, il y a moins de marge, il y a moins dans les budgets, de budget R&D, et la courbe en U pour se reconstruire, c'est plus compliqué parce que les marges sont plus faibles. Allez-y. Bonjour, moi je me posais la question dans la cascade des causes et des conséquences. On n'a pas, je vois qu'il y a quelque chose sur la raison d'être et la définition de la raison d'être. Est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait de se donner une raison d'être agit en cascade sur les plateformes de marque et sur justement l'éco-conception, et par où est-ce qu'on commence? À un moment, c'est justement toute cette évolution depuis 2017 qui peut influer. Merci. Oui, je pense que c'est ce qu'expliquait Gérald. Après, la notion de raison d'être, c'est pas encore très diffusé. Hein. C'est oui un positionnement. Il y a très peu d'entreprises. Alors là, on est avec des gens plutôt avertis qui savent vraiment ce que c'est. Oui, oui, c'est encore un claim, une accroche, mais il y a beaucoup ne savent pas du tout ce que c'est. Tu voulais rajouter quelque chose, Gérald? Je pense que l'exercice effectivement le plus propre, c'est effectivement de partir de la raison d'être pour aller vers quelque part la mission de marque et les preuves, etc. Et parfois, enfin, c'est aussi intéressant de partir de ce que voient les consommateurs, et donc des éléments quelque part concrets de ce qu'a fait la marque dans le passé, et de raccrocher tout ça pour pouvoir remonter à la raison d'être. Mais oui, là où je vous rejoins, c'est que avoir une raison d'être qui résonne, c'est pas facile parce que ça peut très vite être mou, mais c'est assez transformatif. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Vous pouvez... Allez-y, oui. À l'UGAP, oui. Allez-y. On n'entend pas. Ah oui, oui, on est enregistré, hein, donc il y aura un replay. Oui, attention. Donc voilà, bonjour à tous. L'UGAP, pardon, c'est l'union du groupement des achats publics. C'est la centrale d'achat de l'État. Quand vous étiez enfant, vous étiez assis sur une chaise certainement vendue par l'UGAP. Voilà. Donc une offre climat, c'est quoi? C'est sur 320 000 références. C'est premier enseignement, y aller,
être très modeste. Et on commence par 5000 références sur 3320, excusez-moi. La deuxième chose, c'est de se dire toutes les hommes et les femmes de bonne volonté sont les bienvenus, non seulement en interne, mais aussi auprès de nos fournisseurs, avec nos clients en co-création. Donc, je rejoins le terme de coalition. Et l'autre enseignement, quand je vous dis, c'est de démarrer modeste, mais d'y aller, pas attendre qu'il y ait une raison d'être. C'est faire la preuve. C'est la même chose que quand on était dans le digital, hein, on commençait tout petit, mais on fait la preuve, on fait la démonstration. Et bizarrement, il y a un effet de traîne, ça entraîne en fait les clients, les fournisseurs. Et je peux que vous inviter à le faire. Donc nous, ça fait seulement 3 mois qu'on l'a lancé. C'est un beau succès, ça ouvre des portes. Donc voilà, c'était juste un témoignage pour vous dire que merci. Effectivement, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de passer à l'action, voilà. C'est exactement le sens du collectif. Il y a une intervention ici. On va... Ah, il y en a une. Allez, le premier servi. Bonsoir. C'était juste pour rebondir sur 2 choses. Moi, j'accompagne les entreprises en RSE et j'ai un profil marketing et je fais partie du collectif. Et là, la semaine dernière, j'étais avec un patron de toute petite entreprise qui fait des bennes à ordures. Donc des camions poubelles. Et il nous a dit, en fait, en réfléchissant et en faisant une réflexion RSE, brainstorming, etc., il a fini par me dire et dire à ses collaborateurs avec qui brainstormait, en fait, notre futur, ça serait qu'on arrête d'avoir des déchets à collecter. Et donc, que cette personne arrive à faire ce changement de paradigme dans son business model, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, lui, il a une petite graine qui a été plantée et il suffira qu'on continue à l'arroser, ça va prendre. Et l'autre témoignage, c'est pas une entreprise que j'ai accompagnée, c'est Pampers, qui a, et ce que vous disiez tout à l'heure sur la perception du consommateur et la réalité de la marque. Donc, si elle part effectivement de sa mission, il faut toujours qu'elle se rappelle qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là et quels sont ses impacts. Parce que si elle oublie ça, elle va se planter d'impact. Mais je suis d'accord avec vous, faut que le consommateur ait la même vision. Et chez Pampers, si vous demandez à quelqu'un dans la rue quel est le plus gros impact environnemental d'une couche, il va vous dire c'est le déchet. Alors qu'en fait, c'est la production. Et donc Pampers est obligé de travailler à la fois sur son optimisation du côté production, mais aussi sur la perception du consommateur, parce que s'il ne le fait pas, même si ce n'est pas l'impact principal, ben on va lui dire qu'il ne fait pas. Donc voilà, c'est juste pour rebondir. Merci. Tous ces témoignages, nous, on est friands de les récupérer parce qu'on a un site internet qu'on nourrit avec des témoignages. On l'a vu, notre rôle en tant que collectif, c'est de donner des idées, des éclairages, de donner envie aux gens d'y aller. Donc toutes ces pratiques-là, si on peut les récupérer à un moment donné pour en faire des témoignages, c'est quelque chose d'intéressant. C'est là où on voit notre rôle. On a un rôle entre guillemets. On se dit, on milite quelque part pour que le marketing responsable soit un vrai sujet dans les entreprises. Alors on milite à notre façon, c'est-à-dire on va pas dans la rue pour le dire, mais on a envie d'affirmer les choses et de porter ce discours. Donc si on a des exemples comme ça à montrer, si vous nous aidez à les montrer, c'est tout à fait positif. Tu veux la zapette peut-être? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus ou pas? Je crois qu'on est tout à fait non. Oui, il y a une question là. Allez-y. Est-ce que vous avez un éclairage international sur les autres Je repose ma question. Est-ce que vous avez un éclairage international sur la perception par les directions marketing dans les autres pays européens et américains? Parce que je pense que ce n'est pas aussi simple dans les grands groupes internationaux. Alors, la réponse, je ne vais pas vous mentir, la réponse c'est non. Non, parce que l'ADTEM, déjà, c'est plutôt une association qui est présente qui fédère les professionnels en France, même s'il y a de temps en temps, je pense, des liens avec l'étranger. Donc moi, je n'ai pas ces éléments-là. Par contre, oui, c'est intéressant. Et moi, j'ai envie de vous dire, avant de passer le micro à Pierre, que si vous avez envie de porter ce projet avec nous, n'hésitez pas. Non, 2 choses. La première, aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle American Marketing Association. Ils font une étude chaque année qui s'appelle CMO Survey. Ça serait génial qu'on ait ça en France, accessoirement. C'est assez amusant de voir qu'il n'y a rien du tout sur les sujets responsables ou durables. Bon, donc c'est un peu en creux, hein, mais bon voilà. Et la deuxième chose, c'est que là j'ai fait pas mal de recherches ces temps derniers sur des études internationales et j'en ai trouvé une très belle. C'est un acteur un peu improbable sur ce sujet, mais bon, c'est Capgemini Consulting qui a fait une très belle étude internationale sur des directions marketing.
Mais c'est pareil, si on prend l'étude de Salesforce dont on parlait tout à l'heure, il n'y a rien sur le responsable et le durable, hein, donc au niveau international. En revanche, on lance la première édition du CMO Profiles qu'on fait là, qu'on va présenter en juin, qu'on fait avec BVA. Et c'est donc sur le profil des directeurs marketing et l'évolution des métiers du marketing. Il y a une très forte présence, vous verrez dans les résultats, du marketing responsable. Et alors, c'est pas international, mais enfin, on a interrogé beaucoup de directeurs marketing qui ont un scope international. Et voilà, donc c'est quelque chose ce qui n'empêche que ce serait intéressant de se rapprocher d'une organisation mondiale, je suis d'accord. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je peux le redire. Alors, ok, on présente les résultats de CMO Profiles dans un webinaire ouvert à tous le 16 juin à 11 h. Donc, vous êtes tous invités à vous connecter avec donc la présentation des résultats par BVA et des témoignages de nombreux directeurs marketing qui seront en direct. Voilà, donc le 16 juin à 11 h. On est just on time. Je vais peut-être vous proposer un mot. Il y avait une... C'est Olivier. En attendant, oui, je vous prépare. Olivier, c'est voilà. Je vous demanderai après peut-être un mot de conclusion sous forme de conseil ou autre après, en attendant la question d'Olivier ou le témoignage d'Olivier. Oui, je voulais juste dire merci beaucoup. J'ai trouvé l'éclairage que vous avez apporté, monsieur, très concret. On a parlé d'un binôme d'enfer entre la finance et le marketing. Moi, je voulais revenir, et vous l'avez souligné dans votre pratique à vous, sur le lien entre RSE et marketing. Pendant très longtemps, les deux mondes vivaient complètement séparés. Puis il y avait plein de concepts, la sustainable brands, le marketing positif, le meaningful marketing, etc. Et en fait, bon, moi, ça fait à peu près 18 ans que j'accompagne les entreprises sur la RSE et depuis 2016 à peu près avec Bell, on a démarré l'accompagnement des directions marketing. Je trouve que le concept qui lie la RSE et la RSM est très intéressant. Pourquoi? Parce que les deux fonctionnent ensemble. Et vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, monsieur. Aujourd'hui, on a de la réglementation, des attentes de parties prenantes dans tous les sens. Moi, j'explique ça avec un iceberg. Je dis le dessous de l'iceberg, c'est tout ça. On a des tonnes de trucs à faire. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, on n'a pas gagné de part de marché, on ne s'est pas différencié et donc on n'a pas bouclé la boucle du modèle économique. Ce que le marketeur doit faire, c'est pour ça qu'on est là dans cette salle et que ce collectif a été créé, c'est que on a besoin des directeurs marketing pour faire en sorte d'être choisis. Et la différence entre le bas et le haut de mon iceberg, le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va pousser en tant que marketeur, c'est ce qui est spécifique, et donc vous parliez tout à l'heure d'ADN de marque. Si ça ne me ressemble pas, si n'importe qui pourrait le faire, ce n'est pas de la RSM, et donc ça ne va pas marcher. Deuxièmement, c'est de la RSM quand j'ai tenu compte des attentes ou des insights, et donc du niveau de compréhension de tout ça et de maturité de mes consos. Donc je peux les aider à progresser, mais j'ai aussi un travail d'explication en tant que marque. Et troisièmement, et ça c'est très important, et moi je travaille beaucoup avec mes clients là-dessus, il y a une question de temporalité. Mouna, tu en as parlé tout à l'heure. La RSM, ce n'est pas des quick wins. Ça n'est pas des quick wins. C'est parfois un travail en dessous du radar, en dessous du niveau de l'eau de l'iceberg, qui va durer des mois ou des années pour atteindre le niveau de crédibilité qui fait que tout d'un coup, tu peux le remonter et que le marketeur peut s'en servir. Donc, travailler en lien entre la RSE, qui fait travailler tous les métiers, et le marketing, faire de la RSM, c'est ça qui, quelque part, fait que ça fonctionne. Et je pense que le lien que vous avez fait dans votre service entre les gens du marketing et les gens de la RSE, physique, dans la même salle, etc., je trouve qu'il est très intéressant. Et moi, j'aurais envie, plutôt que d'un duo d'enfer, d'appeler un duo vertueux RSE et direction marketing, en tout cas. Merci, en tout cas, de vos témoignages. Merci Olivier. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion sous forme de conseils, d'avis, les uns ou les autres? C'est bon. Non, il n'y a plus qu'à. Allez-y, il n'y a plus qu'à. Juste dire qu'aujourd'hui, en fait, on a un consommateur qui est comme le directeur marketing, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'arrêter d'être culpabilisé. Les injonctions multiples qu'il a sur la planète, enfin tout ce qu'on entend tous les jours, on est quand même dans une espèce de chronique de la catastrophe annoncée tous les jours. Donc en fait, il faut juste avoir dans l'idée que un individu, sa quête, c'est de réduire la tension qu'il a.
Donc en fait, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de réduire cette tension. Et donc si j'ai des offres qui me sont proposées, qui me donnent le sentiment de réduire cette tension, avec toutes les contraintes dont on a parlé, quel pouvoir d'achat, etc., ben, j'irai dessus. Donc en fait, voilà, après, c'est le boulot des marketeurs, hein, Ouais, de rendre désirable. Il faut les réenchanter. Il faut juste arrêter de faire des trucs marrons et verts, quoi. Ouais, mais dans la proposition de valeur, il faut les réenchanter et il faut les surprendre. Ça, on sait faire normalement. Il y avait un verbatim, si vous voulez que vos beaux-parents vous servent une deuxième fois du vin à table, faites du marketing responsable. Hein, voilà. En tout cas, c'est un beau mot de la fin de donner comme définition aussi. Sur le slide d'après, oui. Oui. Avant de venir au slide d'après, oui. En fait, j'aime bien ta conclusion, c'est finalement le marketing, c'est quoi? C'est le marché, c'est la réconciliation de l'offre et la demande. Donc, je pense que c'est vraiment la piste vers laquelle il faut aller. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Déjà, je voudrais vous remercier les uns les unes et les autres les uns les autres pour vos interventions, pour cette étude et pour les commentaires que vous avez apportés. Donc, je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants. Voilà, j'ai envie de dire à Luc, est-ce que l'année prochaine, tu es prêt pour repartir avec nous pour un prochain baromètre? Voilà, génial. Bravo, voilà. Ouais. Ok, non, c'est bon. Ok. Voilà, vous avez compris. L'important pour nous, c'était de vous intéresser, de vous donner des choses de vous nourrir en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire au travers du collectif pour essayer d'embarquer un maximum de gens. Donc n'hésitez pas, voilà, ne serait-ce qu'à relayer ce qu'on fait, ce qu'on publie dans les réseaux sociaux par l'ADTEM, etc. N'hésitez pas à le faire. Nous amener des gens aussi, parce que je pense que c'est quelque chose. Moi, j'ai coutume de dire que on a fait 15 ans de transformation digitale et les 25 prochaines années, c'est la transformation responsable. Donc voilà, au départ, il y a des gens qui n'ont pas envie d'y aller, et puis petit à petit, tout le monde y va, et à la fin, ceux qui y vont, c'est ceux qui sont contraints et forcés. Là, on est encore au démarrage, donc on a des gens encore qui sont convaincus, il faut qu'on en convainque d'autres, et puis on ira chercher les derniers dans 25 ans. Enfin, moi, je serai plus là. Voilà. On vous invite à aller au meilleur moment de la journée. C'est monter sur la terrasse du 9e étage, il y fait beau et il y a des rafraîchissements. Et puis rendez-vous dans les prochaines manifestations de l'ADTEM. Il y en a une dont tu as parlé tout à l'heure et moi qui me tient assez à cœur, c'est le dîner d'été du Cercle et de l'ADTEM qui aura lieu le 14 juin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un moment en général extrêmement sympathique où justement on a le temps de parler des choses de fond et qui nous animent. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, si vous avez envie de rejoindre le collectif, parce qu'on a déjà une vingtaine de membres très engagés, et très impliqués et très enthousiastes, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des forces vives et de nouvelles idées. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes vraiment les bienvenus et voilà, venez nous voir. Bon, et puis à tout de suite au 9e étage.